quelles sont, selon vous, les premières conséquences lorsqu'une association traverse une crise? Est-ce la perte de financement, le risque de dissolution, l'effondrement du projet collectif? C'est pour tenter de répondre à ces questions et aider les dirigeants d'associations à traverser ces crises que nous sommes réunis aujourd'hui. Autour de la table, et je vais laisser ces personnes se présenter, vous avez Maître Nicolas Savary. Oui, bonjour. Donc, Maître Nicolas Savary, je suis mandataire judiciaire basé sur Mulhouse. Donc, j'exerce une profession réglementée qui vise justement à aider toutes les entreprises en difficulté auprès du tribunal de commerce de Mulhouse et de Colmar, mais également auprès de la Chambre civile pour justement soutenir les associations. Bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour Corinne. Je suis Charlie Voulot, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et je suis spécialisé dans les entreprises et les associations en difficulté. Donc j'ai une formation en plus de mon diplôme d'expertise comptable sur les structures en difficulté, une certification en droit. Et je vais repasser la main à Maître Corinne Rosselot. Bonjour, moi je suis avocate en droit des affaires, spécialisée en difficulté des entreprises et depuis 2 ans, j'allais dire, spécialisée en difficulté des associations, puisqu'effectivement on se rend compte avec Charlie Voulot et Maître Nicolas Savary qu'il y a de plus en plus d'associations qui rencontrent des difficultés et nous sommes là pour essayer de vous aider à les résoudre. Oui, voilà, vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui réunis pour présenter le livret Associations en difficulté. Alors ce document, il a un objectif simple, c'est donner aux associations les repères, les outils et surtout les bons interlocuteurs pour traverser les périodes délicates. Alors Monsieur Voulot, pouvez-vous nous expliquer comment est venue l'idée de ce livret? Alors ce livret, quand on a eu l'initiative de le faire, c'était à la suite de 2 autres livrets qu'on a déjà fait sur l'entreprise en difficulté. À la base, c'était surtout un outil pour nous, en fait, qu'on a réalisé. À la suite du Covid, il y a eu donc les différents mécanismes de soutien qui ont été mis en place par le gouvernement, puis les PGE. Donc on a eu peu de défaillances d'entreprises dans un premier temps, et ensuite le mur du PGE est arrivé. On a eu la crise de l'énergie, on a eu beaucoup de crises qui sont arrivées, et on a commencé à avoir un niveau de défaillance qui a augmenté en flèche. Étant spécialisé en entreprise en difficulté, on a commencé à me consulter beaucoup plus qu'avant, jusqu'à un moment où c'est devenu impossible en fait de répondre à la demande. Donc il nous fallait des supports, des outils qu'on puisse donner gratuitement en fait aux gens qui nous consultaient pour déjà limiter le temps de consultation. Parce que pour vous donner des chiffres simples, il y a 3 ans, on avait une consultation par mois sur des structures en difficulté. C'est monté jusqu'à 10 par semaine. Et donc pour un cabinet de la taille, un cabinet moyen de la taille du mien, effectivement, ça devenait difficilement assumable. Donc on a voulu créer des petits livrets justement qui puissent être donnés gratuitement aux personnes qui nous consultaient. On a commencé avec les entreprises et dans un second temps, on s'est rendu compte avec Maître Rosselot et Maître Savary aussi qui sont en première ligne, qu'on commençait à avoir un glissement vers le secteur non marchand, donc autrement dit vers les associations. Et donc on a continué sur notre lancée et on a produit ce petit livret, Associations en difficulté. On va vous afficher le QR code pour le télécharger. Vous pouvez aller donc sur le site, il n'y a pas besoin de mettre son email, il n'y a pas besoin de mettre son nom. On a voulu quelque chose qui soit d'accès libre, gratuit et totalement anonyme, parce qu'on sait que c'est parfois difficile et souvent difficile en fait de parler de ces difficultés. Et on voulait quelque chose qui soit simple et surtout qui soit accessible sans contrainte. Donc il suffit de le télécharger, on peut le consulter sur place si on n'a pas envie de le télécharger. Enfin, tout est fait pour que ce soit simple. Et donc la genèse de ce petit livret, effectivement, on s'est posé la question comment faire pour donner des vrais conseils qui soient utiles aux dirigeants d'associations en difficulté sans faire un cours de droit magistral sur les procédures collectives. Il y a peu de littérature sur l'association en difficulté. Nous sommes en Alsace-Moselle, on a en plus la complexité du droit local qui se rajoute à ça. Il y a encore moins de littérature sur la question. Donc on a essayé de faire un condensé qui bien évidemment n'est pas exhaustif, mais en tout cas pour bien commencer en fait la résolution des difficultés d'association. C'est comme ça qu'on a réfléchi ce support.
Merci, oui, je rajouterais qu'en plus, ces livrets sont accessibles dans nos différentes études, chez Maître Oslo et chez moi-même ou dans votre cabinet d'expertise comptable, si jamais les gens veulent les feuilleter en direct. Alors, je me propose qu'on commence par présenter les acteurs qui suivent ces entreprises en difficulté. Et pour ça, je me propose de commencer pour vous expliquer un peu quel est le rôle du mandataire judiciaire qui est désigné dans les différentes procédures. Donc, lorsque le tribunal décide d'ouvrir une procédure collective, quel que soit le type de procédure, il désigne notamment un mandataire judiciaire. Alors le mandataire judiciaire, c'est qui? C'est le représentant des créanciers, c'est-à-dire que c'est la personne qui va être désignée pour représenter l'ensemble des personnes à qui l'association doit des dettes. L'intérêt pour l'association, c'est laquelle? C'est qu'au lieu d'avoir une multitude d'interlocuteurs, pour devoir s'arranger, il va avoir un seul et unique interlocuteur, le mandataire judiciaire, qui doit, pour le compte de tous les créanciers qu'il représente, parler de la dette et voir comment on peut la restructurer. Il est présent dans toutes les procédures et il est là pour soutenir l'entreprise et pour apporter son œil à la fois juridique et économique de la gestion de ces crises. Je me propose qu'on parle maintenant peut-être de l'avocat. Absolument. L'avocat est vraiment la personne qui est là aux côtés de l'association en difficulté, d'abord pour l'aider à poser un diagnostic. Bien souvent, les associations sentent que quelque chose leur échappe. Le dirigeant se rend compte que son association connaît une crise, connaît des difficultés, mais a du mal à l'appréhender. Est-ce que ce sont des difficultés financières uniquement? Est-ce qu'il y a un problème de gouvernance? Est-ce qu'on est à jour dans les statuts? Est-ce qu'on respecte l'ensemble des règles? Eh bien, le rôle de l'avocat, c'est justement d'aider l'association à poser un diagnostic, à savoir si elle a des difficultés, ses origines et les solutions à apporter. Les solutions, on y reviendra probablement un peu plus tard, sont de différents ordres. Ça peut être des procédures avant toute procédure collective, c'est-à-dire un mandat ad hoc, donc la nomination d'un mandataire judiciaire qui va aider l'association hors procédure collective à résoudre ses difficultés. Par exemple, quand l'association rencontre des difficultés avec un financeur, avec une communauté des communes, avec des adhérents, eh bien, le mandataire ad hoc peut être là pour aider cette association à surmonter ces difficultés. L'avocat, c'est aussi la personne qui, quand elle se rend compte que l'association est en cessation des paiements, c'est-à-dire qu'avec son actif disponible, elle ne peut plus faire face à l'ensemble de ses charges, à l'aider à préparer un dossier qu'on soumettra au tribunal pour mettre l'association sous la protection judiciaire et lui éviter ainsi de mettre un terme à son projet collaboratif et associatif. Pour ça, l'avocat est aidé par l'expert comptable qui a un rôle fondamental et clé. Et je passe la parole à Charlie Voulot pour nous expliquer le rôle de l'expert comptable. Le rôle de l'expert comptable, à mon avis, est clé déjà dans le déroulement de la procédure. Pourquoi? Parce que si c'est l'expert comptable habituel de l'association, il a une connaissance assez approfondie de la façon dont l'association fonctionne, quelles sont ses sources de revenus, qui sont les tiers financeurs, les personnes clés qui sont intégrées dans le processus. Et il peut justement déjà commencer à aiguiller les différents dirigeants vers ceux qui ont les solutions, au moins une partie des solutions de l'association. Par ailleurs, à partir du moment où on va commencer à ouvrir des procédures judiciaires pour, comme l'a dit Maître Rosselot, placer l'association sous la protection de la justice, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Les procédures judiciaires dont on va demander l'ouverture ne sont pas des procédures répressives. Elles n'ont pas pour objectif de rechercher la responsabilité des dirigeants ni des associations, mais précisément de les aider à surmonter ces difficultés. Et pour ce faire, il va falloir avoir un diagnostic qui soit lucide sur l'origine des difficultés. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'argent aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il n'y en aura plus demain? Et comment est-ce qu'on va faire pour redresser la situation? Pour ce faire, on va être dans l'obligation de produire de l'information financière, et ça c'est précisément mon cœur de métier, produire de l'information financière qui soit lucide. Il ne s'agit pas de se bercer d'illusions. Parfois, ça n'est pas possible de redresser une situation, mais quand ça l'est, il faut être en capacité d'expliquer comment et comment est-ce qu'on va faire pour monter un plan qui permettra de désintéresser les différents créanciers. Et ça, c'est mon rôle d'expert comptable, d'assister l'association à la réalisation de ces différents documents et ensuite d'accompagner l'association, bien évidemment avec leur avocat,
directement à la barre pour répondre aux différentes questions que pourrait avoir le tribunal sur les différents documents qu'on est amené à produire. L'un des plus notoires étant bien évidemment le prévisionnel. Ce prévisionnel doit être un prévisionnel en trésorerie. La vraie question, c'est de savoir, la plupart du temps, comment est-ce qu'on va faire pour payer les salaires, comment est-ce qu'on va faire pour payer le loyer. Et une fois que la période de mise sous bulle, mise sous protection de l'association sera terminée et qu'elle devra payer le plan, rembourser ses différents créanciers, comment est-ce qu'elle compte y arriver? Et c'est important, effectivement, de produire une information financière qui soit lucide, mais qui soit également vérifiable. Et ça, c'est l'art, en fin de compte, de produire un prévisionnel. On ne produit pas ça de la même manière que si on veut lever des fonds, par exemple, pour aller à la banque. Bien sûr. Il faut vraiment que les présidents, les dirigeants d'associations aient bien en tête que la décision d'ouvrir une procédure collective, comme le disait fort bien Charlie Voulot, ce n'est en rien une sanction pour l'association. Au contraire, la décision de demander l'ouverture d'une procédure collective, elle est prise quand on a identifié l'origine des difficultés. Pourquoi est-ce que cette association est aujourd'hui en difficulté ? Beaucoup de sources différentes, encore une fois, un défaut de gouvernance, un défaut de financement. Très souvent d'ailleurs, on va être clair, un défaut de financement. Donc on pose un diagnostic, on gèle le passif en disant bien ce qu'on doit aujourd'hui, on le met de côté et on met en œuvre des solutions pour pérenniser l'association. Si on se rend compte qu'on ne peut pas la pérenniser, il faut aussi en tirer les conséquences. Mais l'intérêt en fait d'ouvrir une procédure, c'est bien de dire on a fait un diagnostic, on sait ce qui n'a pas fonctionné, on sait comment on va faire pour redresser la situation, pérenniser notre association et rembourser les créanciers. C'est vraiment cet objectif, c'est pérenniser l'association, rembourser les créanciers. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on ait une vision qui soit claire, positive, mais lucide de l'avenir de l'association. Donc on a vu au niveau des acteurs le mandataire, l'expert comptable, on va vous parler maintenant du rôle de l'administrateur judiciaire. Alors le rôle de l'administrateur, un administrateur c'est quoi? C'est également dans le jugement d'ouverture de la procédure collective, un professionnel du droit et du chiffre qui va être nommé, pas forcément dans tous les dossiers, mais en tout cas dans tous les dossiers où le tribunal estime qu'un accompagnement un peu plus renforcé est nécessaire. L'administrateur va soit remplacer le dirigeant ou le président de l'association parce que la tempête est trop forte et il demande son remplacement, soit au contraire accompagner le président de l'association. Accompagner à quoi? Accompagner déjà à faire un diagnostic, un bilan. Vers quoi on va attendre? Est-ce que l'association peut effectivement rembourser ses créanciers et proposer un plan de redressement? Dans ce cas, l'administrateur va proposer ce fameux plan de redressement qui va bâtir en lien avec l'expert comptable et le dirigeant. Ou à l'inverse, l'administrateur judiciaire va avoir cette lucidité de faire comprendre au président que malheureusement les dettes sont trop lourdes et on ne peut pas proposer de plan créancier. Il va lui proposer peut-être un plan de cession, c'est-à-dire il va dire on va essayer de garder ce qu'on peut garder, par contre on va céder toutes ces activités à une autre structure qui va reprendre les activités essentielles pour que ça puisse revivre et le passif sera géré dans un second temps, dans une phase liquidative, mais tous les actifs seront transférés à une nouvelle personne qui pourra peut-être reprendre les activités. Enfin, troisième solution, l'administrateur pourra aussi dire malheureusement, on ne peut pas faire de plan, la cession me semble compliquée, donc la liquidation judiciaire devra s'imposer. Dans ce cas-là, il incitera les juges de convertir la procédure en liquidation. Et dans cette hypothèse, c'est une liquidation qui interviendra. Donc c'est un rôle assez fondamental, c'est vraiment une personne qui est là pour soutenir le chef d'entreprise, pour bâtir avec lui les solutions et pour orienter la procédure vers la solution qui est la plus pertinente pour l'association. Je me propose qu'on parle maintenant peut-être du commissaire aux comptes, pour voir quel est son rôle. Tout à fait. Le commissaire aux comptes, je suis commissaire aux comptes, alors on ne peut pas être bien évidemment commissaire aux comptes et expert comptable de la même entité, ça paraît aller de soi, mais en tout cas c'est interdit. Le commissaire aux comptes est le professionnel qui va être amené à vérifier, il a deux missions, hein. Il vérifie que les comptes de l'association sont bien sincères et donc racontent la bonne histoire par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et il a une deuxième mission qui est d'ordre public, donc il vérifie qu'il n'y a rien d'illégal qui se passe dans l'association, bien évidemment. Et surtout, il a un rôle d'alerte. Et c'est ce rôle d'alerte dont je vais vous parler pendant quelques instants. Le commissaire aux comptes doit se poser la question de savoir si la structure, dans les 12 mois qui viennent, il y a un risque
qu'elle soit dans une difficulté telle que sa subsistance soit mise à mal. Et cette procédure d'alerte, c'est bien son nom, la procédure d'alerte, sera déclenchée à partir du moment où le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire d'attirer l'attention de la direction de l'association sur des risques fondamentaux sur sa survie. Donc il va être amené dans ces cas-là à écrire à l'association lui disant voilà, je pense qu'il y a un risque réel parce que vous allez perdre des financements, parce que vous avez votre président est gravement malade, il risque de disparaître, il n'y a personne pour reprendre la direction de l'association. Donc ce risque, il n'est pas forcément financier, tôt ou tard il le deviendra. Les difficultés en fait impliquent tout le temps, on peut dire ça, tout le temps des difficultés financières, même si elles ne sont pas immédiates. On peut avoir des associations qui ont beaucoup d'argent, mais qui vont faire face à des difficultés simplement parce que c'est le cas le plus souvent. Le président ou la présidente, effectivement, sont des personnes clés en fait, dans l'organisation, et ces personnes peuvent être âgées ou peuvent avoir des difficultés de santé ou simplement un accident de la vie, ça peut également arriver. Et on peut se retrouver avec des associations totalement décapitées au niveau de leur gouvernance, et ça va engendrer des difficultés d'association, quand bien même le financement de l'association en elle-même soit pérenne de par ses tiers financeurs. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger non plus. Et le commissaire aux comptes, lui, intervient justement dans ce rôle de prévention au niveau des difficultés pour dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je vous incite et je vous demande officiellement de me dire comment est-ce que vous allez gérer cette situation. Et de là, effectivement, peut découler l'ouverture d'une procédure à la suite du déclenchement de cette procédure d'alerte. Tout comme si l'association est déjà très consciente de ces difficultés, a déjà mis des choses en place, la procédure d'alerte peut s'arrêter si le commissaire aux comptes est satisfait des réponses qui lui sont apportées. C'est exactement ça, Charlie, le rôle vraiment du commissaire aux comptes, mais malheureusement toutes les associations n'ont pas une taille suffisante pour avoir au sein de leur structure un commissaire aux comptes, c'est de tirer la sonnette d'alarme et de dire vous rencontrez des difficultés qui mettent en cause la pérennité de votre projet associatif. Et comme le disait fort bien Charlie, les difficultés, et parfois les associations ne le voient pas assez tôt, ce n'est pas simplement des difficultés financières immédiates, mais c'est des problèmes de gouvernance, c'est des problèmes d'adhérents en nombre insuffisant qui à terme vont conduire à des difficultés financières. Si on intervient assez en amont, on peut trouver des solutions par le mandat ad hoc qui va permettre effectivement de remettre en place la gouvernance. Si on n'intervient pas suffisamment tôt, inéluctablement, les difficultés financières vont conduire à devoir prendre des décisions un peu plus difficiles, à savoir l'ouverture d'une procédure collective quand on est encore en situation de pouvoir redresser la barre financièrement. Donc vous l'avez vu, chaque acteur a une mission vraiment spécifique en procédure collective, mais c'est surtout la complémentarité de l'ensemble des acteurs qui va permettre de soutenir une association en difficulté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant rentrer un peu plus dans le détail de ces situations et on va voir les outils qu'on peut mobiliser. Donc en premier, dans les difficultés concrètes que l'association peut rencontrer, on va parler des difficultés auxquelles l'association rencontre au niveau de la restructuration de la dette. Donc, on parle souvent que c'est un problème de dette, mais ce n'est pas forcément qu'un problème de dette. On peut commencer par parler de décalage de trésorerie, de subventions versées trop tardivement, de parfois une baisse de financement, mais également la perte d'un agrément. Donc ce sont des signaux qui vont fragiliser très vite le quotidien de l'association, d'une structure. Alors pour illustrer ces premiers accueils, je propose à M. Voulot de nous en parler un peu plus dans le détail et quels sont ces fameux signaux qu'il faut prendre vraiment avec attention. Oui, alors ça je vais m'adresser à mes consoeurs et à mes confrères experts comptables. La plupart du temps, on est quand même en première ligne. Hein. C'est nous qui sommes consultés. Pas d'ailleurs dans le cadre de consultation de difficultés, mais parce qu'on commence à avoir des signaux faibles au niveau des différentes structures qui font que nous, on doit réagir en tant que professionnels en disant ce qui est en train de se passer, c'est plus que quelque chose c'est plus qu'une petite vague, c'est une tendance de fond, il y a une lame de fond qui est en train de se préparer et on a une vraie responsabilité de dire aux dirigeants ou aux différents conseils d'administration qu'il y a des décisions qui doivent être prises et que ces décisions peuvent être compliquées. On parle des subventions qui sont versées tardivement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va devenir un vrai sujet
pour les associations. Il ne vous aura pas échappé qu'au niveau national, on a quelques problématiques de budget en ce moment. Ce qui veut dire deux choses. La première chose, c'est que le budget de l'État, vraisemblablement, va impliquer au mieux une stagnation de la dotation de l'État aux différentes collectivités territoriales, voire une baisse, et il y a des arbitrages qui vont devoir être faits. Ces arbitrages vont impliquer difficilement une augmentation des budgets qui vont être donnés aux différentes associations, quel que soit leur objet. Donc il faut s'attendre en tout cas à devoir faire autant avec moins. Si on est déjà ric-rac au niveau de la trésorerie, ça peut être quelque chose de problématique. On peut également avoir des subventions qui sont maintenues, mais qui vont être versées en décalé. Et donc on peut se retrouver avec des associations qui ont le même budget de fonctionnement qu'avant, mais il n'est plus versé à la même date. C'est pour ça qu'il faut impérativement avoir des budgets de trésorerie pour savoir où on va. C'est pareil dans les entreprises en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'association, on est capable de dire plus ou moins où est-ce qu'on en sera sur le compte bancaire à fin novembre? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Et ça, c'est notre rôle d'expert comptable quand on est consulté, de proposer des outils. On n'est pas obligé d'avoir des outils très complexes. La plupart du temps, un simple tableau Excel avec 20 lignes, on arrive déjà à construire quelque chose qui est à peu près plausible. De toute façon, on n'est pas en train de décompter de l'impôt ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas besoin d'être juste à la virgule près. Mais c'est quelque chose dont il faut se doter. On a également alors on avait déjà cet exemple des subventions qui sont accordées mais qui ne sont jamais versées parce que l'entité en fait, publique qui les a accordées se retrouve à court d'argent. C'est quelque chose que moi personnellement j'ai déjà rencontré, notamment avec l'Union européenne, des subventions FEDER ou FEADER pour l'agriculture qui ont été accordées. Mais pas versées parce que simplement la structure publique qui les a accordées n'a plus d'argent et donc on vous dit oui, on vous a accordé cette subvention mais vous inquiétez pas, on va vous la verser mais dans 3 ans. Le problème c'est que si vous avez investi, si c'est une subvention d'investissement et que vous avez investi pour un projet quelconque, pour une machine ou je sais pas quoi, en attendant vous avez dû payer votre fournisseur et puis si c'est 150 000 €, c'est 150 000 €, on vous les versera peut-être un jour. Il n'est pas dit qu'une banque veuille bien vous les financer parce que les banques, à un moment, elles veulent bien financer quelque chose sur lequel elles ont de la visibilité. Or là, précisément, elles n'en ont pas. Donc vous pouvez vous retrouver avec une créance sur l'État qui est difficilement mobilisable et en attendant, cet argent, vous ne l'avez pas. Il y a le temps long en se disant, voilà, si je réfléchis en moyenne sur 3 ans, à la fin, je retomberai sur mes petits. Et il y a le temps court de savoir comment vous allez payer les salaires à la fin du mois. Et il y a une différence, c'est le même principe que fin du monde et fin du mois. On est vraiment dans cet ordre d'esprit-là. On peut également avoir des problèmes de perte d'agrément pour des raisons X ou Y. Parfois, les agréments ne sont pas rattachés à des structures, mais sont rattachés à des personnes. Ou vous pouvez avoir des personnes clés dans des associations qui, de par leur qualification, permettent d'obtenir un agrément. La vie est ce qu'elle est, et puis vous pouvez avoir cette personne qui déménage ou qui décide de changer d'activité ou qui décide de simplement partir. Et dans ces cas-là, vous vous retrouvez à ne plus avoir la personne qui convient pour conserver un agrément, notamment dans le médico-social, c'est quelque chose qu'on a régulièrement. Et là, on a un vrai risque, c'est que le cœur de votre association ne peut plus fonctionner parce que vous n'avez plus la possibilité de conserver cet agrément. Et ça, on est sur un risque vital, en fait, à court terme. Et il faut sécuriser ce genre de situation. Alors, idéalement, on essaie de les prévoir, mais après, parfois, les choses font qu'on ne peut pas tout prévoir non plus, et dans ces cas-là, il faut réagir. Et là, effectivement, on peut se retrouver avec une diminution, voire une suppression pure et simple d'une part significative, voire de la totalité des ressources de l'association, situation pour laquelle il va falloir trouver un plan et réagir, quoi. Donc, on a vu que les difficultés, elles viennent de l'extérieur, mais l'association ne rencontre pas que les difficultés de l'extérieur, les difficultés peuvent venir de l'intérieur. Alors quand on dit que les difficultés peuvent venir de l'intérieur, on pense souvent à une gouvernance qui est fragilisée. Et là, j'aimerais bien que Maître Oslo nous parle de cette gouvernance fragilisée. À quoi ça peut faire appel? Mais c'est exactement ça. On a déjà évoqué, on parle souvent des difficultés financières, mais bien souvent, on se rend compte qu'en amont, il y a un problème de gouvernance dans l'association et que, faute de leader stable, la prise de décision dans l'association devient difficile. Les chantiers en cours peuvent être bloqués parce qu'on a une gouvernance qui est mouvante. Les partenariats de ce fait et les financements sont remis en cause et la représentativité de l'association est perdue.
La vacance même des postes peut en plus amener, et on le voit, à épuiser le personnel actif qui est dans l'association. Je pense à la fois aux salariés des associations, mais aussi aux bénévoles qui ont beau s'investir énormément. Quand on a effectivement une vacance ou une désaffection de la gouvernance ou une gouvernance qui change et qui est protéiforme, c'est extrêmement compliqué de continuer à mobiliser les actifs de l'association qui sont pourtant le cœur même de celle-ci. Charlie en a parlé, ce genre effectivement de difficulté peut amener à la perte des agréments de l'association. On le voit dans le domaine social, dans le domaine éducatif, dans le domaine médical, où effectivement les agréments sont des choses extrêmement importantes et qui conditionnent la survie même de l'association. En amont, il faut donc s'assurer, et le rôle de l'avocat est là pour vous aider, qu'on ait des statuts qui soient clairs sur qui fait quoi, comment on remplace la gouvernance quand elle est défaillante, pour des tas de raisons, et il faut effectivement vérifier qu'on est à jour par rapport à ça. Ça peut paraître fastidieux, mais c'est une nécessité de savoir comment les membres dirigeants de l'association peuvent être remplacés rapidement et qui peut prendre le relais dans l'hypothèse d'une vacance de la gouvernance. Bien souvent, les associations, elles ne sont pas toutes de grande taille, loin s'en faut, considèrent que c'est un travail administratif qui peut passer au second plan. C'est pourtant le cœur même, le contrat même de la charte associative, et il faut vérifier comment ces statuts sont rédigés. Est-ce qu'on est à jour? Est-ce qu'on tient les réunions indispensables? Et est-ce qu'on a pu faire le point sur ces difficultés à l'occasion des assemblées, des réunions du conseil d'administration ou simplement des réunions moins formelles, mais qui sont tout aussi utiles pour faire le point sur ces difficultés? Moi, j'aimerais souligner aussi une chose qu'on occulte parfois, c'est la grande solitude des présidents d'associations face à des difficultés. On a évidemment tous en tête des grandes associations avec un expert comptable, un commissaire aux comptes, avec des réflexes qui sont pris parce qu'on a dans le membre des conseils d'administration des collectivités qui sont à même d'orienter en fait le président de l'association. Mais c'est une exception. Beaucoup d'associations sont de petite taille, ne connaissent pas du tout le fonctionnement même des associations, leurs responsabilités et à qui s'adresser en cas de difficulté. Et je voulais saluer quand même le courage de tous ces présidents d'associations qui, face aux difficultés, sont souvent bien seuls et ne savent pas à qui s'adresser. Je rebondis là-dessus sur la volonté de notre petit livret qui vous a été présenté. C'est vraiment un outil qu'on a voulu dédier à toutes ces personnes dévouées et qui se retrouvent dans des situations de crise. Vous trouverez des pistes dans ce livret pour vous aider à comprendre comment sortir des difficultés et à vous adresser aux bonnes personnes. Donc effectivement, cette solitude du président de l'association, des dirigeants, est quelque chose qui est prégnant et qu'on voit de plus en plus avec aujourd'hui, Charlie Voulot le disait fort justement, une baisse significative des subventions octroyées aux associations ou des difficultés effectivement à recouvrer le montant des subventions qui pourtant ont fait l'objet d'un octroi officiel auprès des associations. Ce que je voulais aussi dire, c'est que souvent, enfin en tout cas c'est ce que j'ai pu constater, les dirigeants d'associations qui sont obligés, enfin qui viennent nous voir, nous consulter, expriment un sentiment presque d'échec en disant « mais j'ai pas su mener le projet associatif à son terme ». Et je voudrais vraiment leur dire une chose, c'est qu'il n'y a aucun sentiment d'échec, au contraire, à identifier des problèmes et à rencontrer des personnes qui peuvent vous aider à en sortir. C'est même au contraire beaucoup de grandeur qu'expriment les présidents en disant « j'ai posé un diagnostic, seul je ne m'en sortirai pas, j'ai besoin d'être aidé par des professionnels, un avocat, un mandataire judiciaire, un expert comptable, par des juges, puisque c'est eux qui vont ouvrir une procédure si besoin est. » Et donc, j'invite vraiment les présidents à sortir de cette solitude, à reposer les fondamentaux, les statuts, le contrat associatif, comment est-ce qu'il est rédigé, quel pouvoir il me donne, quelles limites j'ai et comment je peux faire pour avancer en période de crise et pérenniser le projet associatif. Je suis assez d'accord. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez régulier et qu'on retrouve également dans les entreprises en difficulté. Le président d'association, lui, il n'est pas formé et ce n'est pas son projet de vie, en fait, de mener une association en difficulté.
C'est-à-dire que lui, il a monté une association pour faire du volley dans son village. Et il a fait ça parce qu'il aime le volley. Voilà. Et il s'avère que avec le temps, son association de volley, elle s'est bien développée. Et puis on est devenu une bonne équipe. Et puis du coup, on a grimpé. Et puis du coup, on a commencé à avoir des besoins. On a une structure qui s'est développée. Et puis, soit parce que c'est du sport, donc l'équipe elle est un peu moins bonne une année, on se retrouve avec une structure de coût qui est plus adaptée en fait par rapport à l'argent qu'on peut recevoir. On a moins de sponsors, la dotation de l'État effectivement elle est ce qu'elle est, donc il y a peut-être un peu moins d'argent qui vient des collectivités pour tout ça. Et on se retrouve effectivement avec un dirigeant ou une dirigeante qui lui en fait, ou elle, veut faire du volley, mais se retrouvent à devoir gérer des situations pour lesquelles ils ne sont absolument pas préparés, qui sont des situations, somme toute, assez compliquées, techniquement et humainement, notamment parce que ça, c'est un vrai biais qu'on retrouve tant dans les associations que dans les entreprises. Quand on rencontre des difficultés, c'est très important d'aller voir des personnes, déjà qui ont l'habitude de gérer ces difficultés, et surtout qui ne sont pas dans l'association. C'est très dur en fait de voir sa réalité autrement qu'à travers le prisme des difficultés qu'on traverse. Et pour prendre des décisions, déjà il faut savoir quoi prendre comme décision. Parfois il n'y a pas de décision à prendre, il faut juste attendre. Ça c'est le plus dur à entendre. La plupart du temps la bonne chose à faire c'est rien. Mais parfois c'est précisément ce qu'il faut faire, rien. Il ne faut surtout pas... Le dirigeant, que ce soit une association ou une entreprise, a une prévalence pour l'action. C'est-à-dire qu'il rencontre des difficultés, ce dont il a le plus peur, c'est de perdre le contrôle. Et pour reprendre ce contrôle, il a l'impression qu'il faut qu'il soit moteur d'une action, quelle qu'elle soit. Parfois, on arrive à des choses totalement irrationnelles en fait, par rapport à ça. Et par exemple, on va faire un communiqué de presse. Très mauvaise idée, la plupart du temps, tant qu'on n'a pas consulté ses conseils. Voilà. Parlons-en déjà entre nous, décidons ce qui est important. La deuxième difficulté, c'est que dans le secteur associatif, par rapport au secteur marchand de l'entreprise, on a quand même une inertie qui est beaucoup plus forte, simplement parce qu'on est beaucoup plus collégial dans la prise de décision. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. On est consulté de manière très juste par des présidents, des présidentes, qui nous disent je rencontre cette situation, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on dit oui, effectivement, c'est grave. C'est quelque chose dont il faut s'occuper. Votre expert comptable vous l'a dit. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des difficultés. Et d'accord, écoutez, c'est très bien, on va parler au prochain comité directeur qui est en novembre. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle ? Précisément rien, parce que non, mais moi je suis président, je veux pas prendre la responsabilité seule de faire quelque chose et tout ça. Si je les convoque en avance, de toute façon, souvent on a beaucoup de retraités dans les comités de direction, c'est quand même une réalité. Et puis ils peuvent être en vacances, ils peuvent pas être là, mais par contre c'est important que cette personne soit là à ce moment-là. Par exemple, le trésorier ou la trésorière n'est pas là. Et donc on ne peut pas tenir la réunion sans lui. Et donc on se rend compte qu'il y a le fil du temps est beaucoup plus long dans l'association que dans l'entreprise. Ou dans l'entreprise, effectivement, on dit il y a un problème, il y a un problème, on va le traiter, quoi. Alors que dans l'association, on va avoir ces différents organes qui vont devoir se réunir, qui vont avoir des difficultés à prendre des décisions parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Et surtout, ils ne vont pas savoir quoi prendre comme décision. Et ça, je pense que cette complexité, c'est quelque chose, et la double complexité déjà, c'est difficile de voir les choses autrement qu'à travers le problème de trésorerie qui est là et qui est éminent, et on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour payer les salaires. C'est un vrai problème, je ne suis pas en train de le minimiser, mais en tout cas, c'est une conséquence. Il faut aller à la cause de tout ça et savoir comment est-ce qu'on va faire pour régler le problème à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ça demande un petit peu de réflexion et de prendre un petit peu de recul. Et surtout, il va falloir accélérer le rythme de prise de décision dans l'association. Et ça peut, dans certains cas, être assez problématique parce que c'est pas leur mode de fonctionnement habituel, en fait. Mais c'est exactement ça. En fait, les présidents d'associations, à la base, n'ont pas la volonté, comme des chefs d'entreprise, de monter une structure commerciale, d'endosser la responsabilité d'un chef d'entreprise et de diriger en fait leur boutique comme une entreprise. Et pourtant, on fait le constat aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier qu'une association fonctionne comme une entreprise. Je dois avoir des entrées financières, des recettes, et je dois les mettre en face de mes dépenses. Et si j'ai une difficulté,
je suis responsable aussi de la gestion de l'association. Donc en fait, ce sont des chefs d'entreprise, malgré eux, je dirais, des présidents d'associations. Alors effectivement, ce n'était pas leur volonté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont les mêmes outils pour traverser les crises que les chefs d'entreprise. Et ça, ils l'oublient aussi. Il y a des outils à leur disposition. Nous ne sommes pas des censeurs, on n'est pas là pour juger aussi bien l'avocat que le mandataire judiciaire, que l'expert comptable, que le commissaire aux comptes, que même le tribunal. On est vraiment des partenaires pour aider une association en crise à surmonter ses difficultés. Et c'est en ça vraiment le message qu'on entend délivrer aujourd'hui, c'est vous avez des outils, utilisez-les, on est là pour vous aider. Tous autant qu'on est, je vise aussi bien encore une fois le tribunal que le mandataire, l'administrateur, le commissaire aux comptes. On est vraiment là à disposition de l'association en difficulté et il ne faut pas que le président se retrouve seul en ne sachant pas à qui s'adresser. Donc on a effectivement vu que l'association peut rencontrer des difficultés qui sont extérieures, qui sont intérieures. On a vu qu'une association dont la capacité de décision est affaiblie, forcément ça va empêcher sa capacité de se retourner rapidement. Donc la question qu'il faut maintenant se poser concrètement, c'est quand ça va mal, quand effectivement les difficultés sont telles qu'une action est nécessaire, comment concrètement ça se passe en pratique, c'est-à-dire qui aller voir, quel dossier utiliser pour que le tribunal puisse entrer en action. Et pour ça, j'aimerais bien que Maître Oslo nous parle justement de cette déclaration de cessation des paiements. C'est quoi ce formulaire ? Est-ce que voir un avocat, c'est gratuit, ça coûte quelque chose ? Est-ce que vraiment pratique pour les associations pour savoir comment faire si la difficulté est là et quelles sont les premières étapes à avoir ? Très bien. Alors effectivement, la première étape, et on l'a un peu évoqué, c'est le besoin pour l'association de déterminer si elle est dans une situation qu'on appelle en droit la cessation des paiements. Très concrètement, qu'est-ce que c'est la cessation des paiements ? Je vais vulgariser. C'est quand effectivement mes disponibilités immédiates, ce que j'ai sur mes comptes bancaires, ne me permet pas de faire face à mes besoins de financement immédiats. Avec l'argent que j'ai dans ma caisse, demain, je ne peux pas payer les fournisseurs dont la facture est échue, je ne peux pas payer les salaires, je ne peux pas payer les cotisations et je commence à avoir des retards de paiement faute de disponibilité. Ça, c'est le point de départ, c'est-à-dire je suis matériellement en situation de cessation des paiements. Et là, le président de l'association, la présidente de l'association, doit faire ce qu'on appelle une déclaration de cessation des paiements, vulgairement appelé le dépôt de bilan. Terme que je n'aime pas parce qu'on a l'impression que c'est la fin, que le dépôt annonce la fin de l'association. C'est pas du tout ça. C'est au contraire l'ouverture d'une procédure qui va permettre de dire on va vous donner un temps pour respirer. Cette déclaration de cessation des paiements, qu'est-ce qu'elle comporte ? Elle comporte bien entendu l'identification de l'association, qui on est, comment on est dirigé, quel est notre secteur d'activité, et elle comporte un rappel en fait de l'origine des difficultés. Pourquoi est-ce que l'association s'est retrouvée en état de cessation des paiements ? Ça peut être un défaut de subvention, ça peut être, comme on l'a vu, le départ d'un dirigeant ou un défaut de gouvernance qui a conduit à avoir moins de suivi dans la gestion de l'association. Ça peut être, et on le voit aussi, une baisse d'adhérents. Vous savez que pour certaines associations, les adhérents, quand même, financent en partie l'association. On peut avoir tout d'un coup un engouement, je vais dire n'importe quoi, pour l'équitation, et puis tout d'un coup, à côté, se monte une nouvelle association qui propose d'autres activités sportives, et on a une désaffection pour l'équitation, les gens préférant faire du golf, du tennis ou autre chose. Donc la baisse d'adhérents peut aussi expliquer l'origine des difficultés financières. Donc il faut déjà poser le diagnostic. C'est pour ça que je disais au préalable que réfléchir à pourquoi j'ai des difficultés aujourd'hui alors que j'en avais pas hier, est fondamental. Et puis surtout, il faut déterminer un projet d'avenir pour l'association. Comment je vais surmonter ces difficultés ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Globalement, on a quand même 2 axes de réflexion immédiats. La réduction des charges. Est-ce que je peux effectivement réduire mes charges et adapter en fait l'activité de mon association à mes financements, combien j'ai de subventions, combien j'ai d'adhérents aujourd'hui, comment je peux mettre en adéquation mes charges fixes et proportionnelles avec le montant dont je dispose. Ou alors on peut effectivement travailler sur des axes différents qui sont l'augmentation de mes recettes, par l'octroi peut-être de nouvelles subventions si je suis éligible, ou par l'ajout d'une activité complémentaire, voire par un rapprochement avec d'autres associations pour créer un effet de synergie.
Et toutes ces informations doivent figurer dans la déclaration de cessation des paiements qui est faite soit directement par le présidente de l'association, soit avec l'aide d'un avocat. Ce document comportera, mais je pense que Charlie Voulot y reviendra, la liste exhaustive aussi des dettes de l'association et de son actif. C'est une obligation légale, mais c'est aussi intéressant pour l'association de faire un point sur qu'est-ce que je dois aujourd'hui, qu'est-ce qui sont mes dettes immédiates, celles que je n'ai pas payées, celles qui risquent d'échoir dans un délai très bref. Un fournisseur qui n'a pas encore envoyé sa facture, mais ça va tomber très prochainement, il faut que j'en tienne compte. Et quels sont mes actifs, de quoi je dispose. Et ça, c'est intéressant et c'est un document, c'est des informations qui figurent dans ce document obligatoire, la fameuse déclaration de cessation des paiements. On monte un dossier avec les pièces justificatives et ce dossier est déposé auprès du tribunal, évidemment devant une chambre civile pour ce qui concerne les associations et pas une chambre commerciale comme pour les entreprises, mais la procédure est globalement assez proche l'une de l'autre. On dépose son dossier et le tribunal vous fixe une date d'audience. À cette audience, vous arrivez soit seul, soit, c'est un conseil que je donne quand même, accompagné de son avocat pour exposer les difficultés rencontrées par l'association, justifier de son état de cessation des paiements et indiquer les pistes que vous envisagez pour remédier à la situation. Si le tribunal reçoit votre demande, il va prononcer l'ouverture d'une procédure collective, redressement ou sauvegarde judiciaire, et il va geler votre passif. On voit tout de suite l'importance qu'il y a à avoir eu effectivement une déclaration de cessation des paiements parfaitement remplie, puisqu'on va tout de suite dire tout le passif qui a son origine d'une date antérieure à l'ouverture de la procédure, l'association n'a pas pour l'instant l'obligation de payer toutes ces dettes. On va geler le passif pour donner de l'oxygène à l'association et lui permettre de conduire les actions qu'elle a envisagées pour redresser la situation. Donc on voit bien que tout l'intérêt pour l'association, c'est de pouvoir souffler un petit peu, se dire « Très bien, j'ai identifié le problème, je sais ce que ça a généré, le passif tel qu'il a été identifié, j'ai des options pour améliorer la situation, pérenniser mon projet associatif et j'ai le temps de les mettre en œuvre. » Donc voilà en fait ce qu'est concrètement la déclaration de cessation des paiements et comment ça se passe dans la réalité. Évidemment, Maître Savary l'a fort justement souligné, si l'association souhaite se faire accompagner dans toutes ces démarches par un avocat, les procédures ne sont pas gratuites, mais en fonction de l'importance de l'association, de ses capacités, nous savons adapter nos honoraires à la situation. On est vraiment là avant tout, j'insiste là-dessus, pour vous aider, vous accompagner et permettre de pérenniser le projet associatif. Est-ce que Charlie Voulot veut donner des compléments au niveau de l'examen comptable qui doit être fait et du prévisionnel pour l'association? Parce qu'effectivement, convaincre le tribunal de dire « je vous donne le temps de mettre en place des mesures correctives pour redresser la situation » suppose qu'on a pu justifier qu'on n'allait pas en fait ouvrir une procédure pour augmenter le passif déjà existant, mais au contraire, qu'on allait trouver des solutions qui permettent de pérenniser et de rembourser le passif. Celui-ci n'est jamais cadeau. Il faut bâtir un plan d'appurement de ce passif. Et c'est là qu'effectivement l'aide d'un expert comptable est fondamentale. Je suis assez d'accord. Il y a quelque chose qui est écrit nulle part et qui est absolument fondamental et qu'on découvre la plupart du temps sur le terrain en pratiquant les procédures collectives. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est pas magique une procédure collective en fait. Le plan est le suivant et c'est vrai pour toutes les procédures collectives. On a des dettes, on va arrêter de payer ces dettes pour recréer de la trésorerie dans l'association, repartir du bon pied, redévelopper l'activité et avoir demain plus d'activité aujourd'hui pour pouvoir payer les dettes qu'on a mises en suspens au moment où on a ouvert la procédure. Ce qui veut dire que c'est une procédure qui marche bien quand il y a des dettes. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une procédure collective sans dette. Parce que dans ces cas-là, on a tous les inconvénients sans les avantages. Je m'explique, c'est contre-intuitif, mais il est parfois préférable de mettre ces dettes un petit peu en attente, le temps d'ouvrir la procédure, plutôt que de vouloir être réglo, entre parenthèses, en payant tout le monde,
et arriver dans la procédure en étant le plus désendetté possible, mais sans avoir un centime sur les comptes bancaires. Pourquoi ? Comme l'a dit Maître Rosselot, les difficultés, ça coûte de l'argent. Et ça, c'est le plus gros problème. Ça coûte doublement de l'argent. Déjà, vous allez devoir payer un certain nombre d'intervenants, que ce soit des intervenants qui vous sont imposés par la législation, comme le mandataire ou l'administrateur judiciaire, où là vous n'aurez pas le choix, avec des barèmes qui sont fixés directement par la loi. Et vous allez devoir payer également vos conseils qui vont vous accompagner et qui ne travaillent pas gratuitement, bien évidemment. Donc ça va coûter de l'argent, c'est des charges que vous n'aviez pas avant. En plus, à partir du moment où vous aurez gelé les dettes des différents partenaires avec qui vous travaillez, il y a peu de chances qu'ils le prennent bien. En tout cas, on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus prudents à l'avenir et qu'ils vous demandent, avant ils vous accordaient peut-être des délais de paiement en disant vous payerez dans 30 jours, vous payerez dans 60 jours. À l'avenir, ils vont vous dire non, maintenant, en fait, vu que j'ai déjà une ardoise qui est bloquée par la justice et que tu n'as pas le droit de me payer tout de suite, je vais te demander de me payer immédiatement avant même de te livrer. Donc je vais devoir payer plus cher et plus vite. Ce qui veut dire que pour assumer ça, il me faut de l'argent. Donc ayez bien ça en tête, c'est important d'ouvrir une procédure collective avec des dettes. Cette procédure sert à ça, en fait. Si j'ai pas de dette, la situation se complexifie parce que l'intérêt de mettre ces dettes de côté pour reconstituer ma trésorerie, je le perds. Donc là, en fait, on se retrouve à avoir une mise sous tutelle de l'association sans avoir un véritable levier d'action. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, par rapport à ça, définir un plan d'action crédible. On peut faire beaucoup de choses. Nous, en tant que conseil, en tant qu'avocat, en tant qu'expert comptable, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est créer de l'argent. Si demain, vous perdez vos agréments et vous n'avez plus un seul centime qui rentre alors que vous avez 40 salariés, moi, je n'ai pas de solution pour ça. Clairement, on ne va pas pouvoir maintenir artificiellement en vie et c'est même pas souhaitable parce qu'on va continuer à créer de la dette auprès des différents créanciers qui eux-mêmes, vu que vous ne les payez pas, peuvent également se retrouver en difficulté. On peut avoir ce qu'on appelle un effet domino en fait par rapport à tout ça et c'est pas souhaitable. Et c'est aussi le rôle des différents intervenants qui sont nommés en justice, que ce soit le mandataire ou l'administrateur. C'est précisément vous changez les règles du jeu en cours de route. Vous aviez l'obligation de payer une dette à un certain moment, vous ne le faites pas, et la justice va dire moi je change les règles du jeu, au lieu de payer tout de suite, vous allez payer en 10 fois pendant 10 ans. Entre parenthèses, c'est pas juste pour celui à qui vous devez les sous, parce qu'il en a probablement également besoin. Et donc, il y a des garde-fous qui sont mis en place, et c'est le rôle du mandataire, et c'est le rôle de l'administrateur, de faire en sorte de rééquilibrer le jeu en disant oui, effectivement, on va vous accorder un avantage qui n'était pas prévu dans le contrat au début, mais par contre, on va vérifier qu'avec l'argent que vous allez pouvoir économiser, entre parenthèses, pour redresser l'association, vous ne faites pas n'importe quoi. Et c'est ça le vrai rôle de l'administrateur et du mandataire, et le tribunal sera très attentif à ce que le plan que vous allez proposer, en fait, pour redresser l'association, soit quelque chose de crédible. Et on ne soutiendra pas, en tout cas, moi je ne soutiendrai pas, un plan dans lequel je ne crois pas, où on va dire, on va avoir demain un retour d'une augmentation des subventions alors qu'on a le même service qu'avant, simplement parce que ça n'est pas vrai. Il faut regarder les choses en face. Et ça, c'est un exercice de vérité qui doit se traduire justement dans l'information financière qu'on va produire. Comme Maître Rosselot le disait très justement, pour améliorer le résultat, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 2. Soit on augmente les produits, soit on diminue les charges. Donc oui, il y aura probablement des économies à faire, peut-être qu'on va devoir réduire la voilure, peut-être qu'à un moment il y aura des décisions difficiles à prendre sur ce qu'on appelait par le passé un plan social qui maintenant a changé plusieurs fois de nom pour s'appeler un plan de sauvegarde de l'emploi, ou simplement des licenciements économiques, ou même pas, sans aller jusque-là, des personnes vont partir à la retraite, on ne va pas forcément les remplacer. Voilà, ça fait partie des choses qu'il va falloir envisager. Et peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais ça aussi, il faut
même si on n'y arrive pas, il faut déculpabiliser les dirigeants d'associations et d'entreprises. Une belle histoire qui a une fin, ça reste une belle histoire. Et pendant 15 ans ou pendant 20 ans, on a pu faire du volley et puis, à des dizaines de gamins. C'est triste que ça s'arrête comme ça aujourd'hui. Peut-être que ça ne va pas s'arrêter, qu'on va fusionner avec l'association du village voisin qui va récupérer nos membres et peut-être qu'en se mettant à deux, on va réussir à surmonter ces difficultés. Ce ne sera plus comme avant, mais avant, ce n'était pas viable de toute façon. Donc on va trouver des solutions. Ou peut-être que simplement, en figeant les dettes, si les choses ont été correctement anticipées et si on rentre de la bonne façon dans la procédure collective, on va réussir à monter un plan d'action crédible, on va réussir à convaincre les tiers financeurs de remettre de l'argent ou en tout cas de continuer à nous accorder leur soutien. Et c'est quelque chose qu'on arrivera à faire. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à fournir de l'information qui soit crédible. Crédible ne veut pas dire exact, on est sur des choses prévisionnelles. Quand j'étais jeune étudiant en expertise comptable, mon prof de contrôle de gestion disait toujours « il vaut mieux avoir vaguement raison que précisément tort ». Ce qui est très juste, on n'est pas en train de décompter de l'impôt, on est en train de se poser la question de savoir combien on aura à peu près à la fin du mois sur le compte et est-ce que ça suffira pour payer les salaires ? C'est ça la question. Ouais, merci. Si je reprends, on a pu faire un dossier de cessation des paiements. L'avocat vous a assisté, l'expert comptable vous a aidé à bien mettre en avant le prévisionnel. Vous êtes allé devant le tribunal, le juge a accueilli votre dossier, il a ouvert une procédure, soit de redressement, soit de sauvegarde, soit de liquidation s'il voit que c'était plus possible de continuer. Un mandataire judiciaire a été nommé, il est dans toutes les procédures et là se pose la question de savoir ce dossier, comment il va le traiter concrètement pour vous et comment il va pouvoir l'utiliser. Il faut comprendre que jusque maintenant, vous avez surtout été en contact avec l'avocat et surtout en contact avec l'expert comptable. C'est eux qui vous ont accompagné, c'est eux qui vous ont dit voilà, par rapport à votre situation, nous on pense qu'il faudra aller vers là. Donc vous n'avez pas forcément vu beaucoup le mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire, lui, une fois qu'il a le dossier, il faut qu'il arrive dans un temps assez record à vraiment s'imprégner très rapidement de l'association, de voir comment elle fonctionne, qui sont ses membres, quelles sont ses difficultés et quelles sont les actions qu'il doit entreprendre directement. Donc ce document, il va remplir l'actif, vraiment identifier quels sont les actifs les plus importants à préserver, éventuellement les actifs dont il faut se séparer, le passif pour que le mandataire judiciaire représentant des créanciers puisse rapidement avertir l'ensemble des créanciers de la procédure pour dire « Coucou, il y a une procédure collective, c'est moi qui vous représente à partir de maintenant, donc vous n'avez plus capacité de réclamer quoi que ce soit maintenant directement à l'association, mais il faut venir voir le mandataire judiciaire pour déclarer votre créance, vous manifester, et pour qu'ensuite le mandataire judiciaire puisse dire voilà, l'état du passif à date c'est tel montant, ça nous permettra de voir si l'expert comptable a bien fait son travail ou pas, s'il a collé au passif, s'il était approximatif, c'était globalement juste ou précisément faux. Ou précisément faux. Donc on va corroborer ça, quoi. Et aussi, on a un grand point auquel il faut qu'on fasse attention, c'est dans cette déclaration de cessation des paiements, il faut que vous parliez des salariés, c'est-à-dire quels sont les salariés de l'association et est-ce qu'ils ont ou pas des impayés de salaire. Parce que le rôle du mandataire judiciaire, vu qu'il traite de l'ensemble des dettes, c'est également traiter des dettes sociales et il va faire appel, s'il y a des dettes sociales à l'ouverture de la procédure collective, à l'association de garantie des salaires qui s'appelle l'AGS. Il a le pouvoir de faire une demande à cette association pour prendre en charge les salaires qui sont impayés avant l'ouverture de la procédure collective. Et donc c'est en fait la première action que le mandataire judiciaire va faire, c'est-à-dire regarder le climat social, voir s'il y a des impayés, faire appel aux AGS si les impayés existent, et on essaye, dans un délai maximum de 15 jours, de payer l'ensemble des dettes sociales pour qu'on puisse commencer la procédure dans un climat social apaisé. Donc ça, c'est vraiment le critère principal pour le mandataire judiciaire. On commence dans un climat social apaisé, et ensuite on va commencer à traiter du passif et des dettes et des solutions. Donc ce que vous pouvez vous poser comme question maintenant, c'est ok, la procédure ouverte, comment ça se poursuit maintenant concrètement? Quelles sont les étapes suivantes? Les étapes suivantes, c'est on va cheminer ensemble pendant un délai qui peut être de maximum 18 mois et en moyenne un an, où on va voir le tribunal régulièrement. Donc le tribunal va nous demander d'aller les revoir en moyenne tous les 2 ou tous les 3 mois. Alors, pour faire quoi? Voilà. Le tribunal, ce qu'il nous demande déjà, c'est de lui expliquer quelles sont les actions qu'on a entreprises. Les premières actions que le tribunal veut savoir, vous l'avez compris, c'est
quel est le montant des dettes. C'est-à-dire concrètement de quoi on parle, qu'est-ce qui doit être étalé, quelles sont les dettes qui sont gelées. Tant qu'on n'a pas ce montant des dettes, c'est difficile de savoir vers quelle solution on va tendre, parce qu'on ne sait pas si l'association peut continuer ou pas, parce que du ce montant des dettes, on va mettre ça en face des emplois que nous avons. Donc on va se revoir tous les 2-3 mois. Lors de ces audiences de suivi de période d'observation, c'est comme ça s'appelle, hein, vous rentrez en période d'observation, vous serez assisté de votre avocat, bien sûr, qui vous a aidé à créer ce dossier de cessation des paiements. Vous pourrez être également assisté de votre expert comptable qui pourra venir également à l'audience pour renseigner les juges auprès de la Chambre civile afin d'étayer les montants et les prévisionnels qui sont demandés. Et vous pouvez également être assisté, si un administrateur a été désigné, de l'administrateur judiciaire qui lui parlera plus du plan qu'il souhaite mettre en place et des redressements qui sont envisagés. Donc pendant cette période de suivi de période d'observation, tous les 2-3 mois, vous allez au tribunal. Et au bout d'un moment, quand les dettes sont figées, à quel moment? C'est-à-dire que les créanciers, ils ont 2 mois pour se faire connaître auprès du mandataire judiciaire, 2 mois à compter d'une publication qui est effectuée au BODAC. Donc à partir du moment où les dettes sont figées, on peut dire à peu près, ben voilà, mon passif il est de autant. Une fois qu'on sait que le passif il est de autant, l'association a encore la possibilité de dire, bon, bah, moi avec les dettes qui ont été déclarées, je ne suis pas forcément d'accord, parce que lui demande trop, ou ça a déjà été payé, ou ça c'est pas dû pour telle ou telle raison. Vous avez encore cette possibilité qui est assez importante de contester les dettes qui ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, et ça permet de trancher une fois pour toutes les litiges, savoir bah, une dette qui traînait depuis des années en comptabilité, bah, une fois pour toutes on va demander à un juge de se pencher dessus et de dire est-ce qu'elle est due ou est-ce qu'elle n'est pas due. On tranche ça définitivement via des contestations de créances et on a enfin notre passif définitif. Le délai est expiré, l'association a pu faire valoir ses remarques sur les dettes déclarées, un juge est intervenu ou pas pour trancher le litige et on sait de quel montant on parle. Une fois qu'on sait de quel montant on parle, on peut mettre ça face aux emplois que l'association a. Et là, on peut dire bah, quelle est la solution qu'on va donner à cette association. On ne va pas se mentir, il y a 3 solutions. La première solution, c'est les dettes sont peut-être conséquentes, mais on peut y faire face. Et la loi nous offre la possibilité d'étaler ces dettes sur une période de 10 ans maximum. Donc concrètement, ce que le tribunal va vérifier, c'est est-ce que la CAF de l'association va permettre de faire face au passif qui a été mis en face. Deuxième possibilité, les dettes sont vraiment trop importantes, on ne peut pas faire face. Donc une des solutions, c'est la cession qui va s'imposer, c'est-à-dire qu'on va vendre uniquement les actifs de l'association, la structure et une autre structure qui va pouvoir l'absorber, et l'autre structure qui va venir l'absorber va non pas reprendre les dettes de l'association, mais uniquement l'actif de l'association, éventuellement les salariés qui auraient été désignés dans le plan de cession. Troisième solution, aucun acteur n'est intéressé pour reprendre l'association, les dettes sont trop importantes et c'est la liquidation judiciaire qui s'imposera. Et dans cette hypothèse, le mandataire qui est représentant des créanciers va changer de casquette et va tomber en liquidation judiciaire et avoir la casquette de liquidateur judiciaire. Donc ça sera lui qui sera chargé de mettre fin à cette belle histoire. Mais comme disait Charlie Voulot, ça reste une belle histoire même s'il y a une fin. Et dans tout ce trouble et dans tout ce suivi de la période d'observation, il faut aussi se poser la question de savoir comment on va communiquer, qui communique, comment on appelle, comment on dit aux tiers, comment ça s'est passé. Et là, je pense qu'il y a vraiment une énorme importance pour que vous soyez accompagné et que, dans un premier temps, votre avocat vous dise comment on communique vis-à-vis des tiers. Tout à fait. Il y a effectivement cette question qui se pose, c'est quand on est en procédure collective, on informe qui, on délivre quel message, qui n'est pas toujours le même d'ailleurs en fonction de l'interlocuteur auquel on s'adresse. Moi, je pense que le discours de vérité, c'est toujours celui qui paye. D'abord parce que c'est plus facile de dire la vérité que d'inventer des choses qui ne sont pas exactes. Et ensuite parce que autour de nous, autour de l'association, vous avez des partenaires, des bénévoles, des personnes qui vous délivrent des subventions, qui ont besoin de savoir de quoi il s'agit, quel est le devenir de cette association et comment communiquer est donc fondamental pour le dirigeant. Il y a 2 types de communication. Il y a la communication en interne et il y a la communication vis-à-vis des tiers. Ce n'est pas forcément tout à fait la même, sachant qu'à chaque fois, quand même, c'est une communication exacte qui doit être délivrée. En interne, il faut communiquer très rapidement et très honnêtement auprès de l'ensemble des équipes dirigeantes, le conseil d'administration, les salariés et auprès des bénévoles.
C'est indispensable parce que dans une période de turbulence, il faut qu'on compte sur la motivation de chacun pour aider l'association à relever ce qui est un défi, c'est-à-dire continuer notre activité tout en ayant l'obligation d'apurer notre passif. Donc il va falloir que non seulement on couvre toutes nos charges, mais qu'au-delà, il faut qu'on fasse mieux pour payer notre arriéré. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Et une association, c'est comme une entreprise. Elle ne tient que par les gens qui la font vivre. Donc les bénévoles, les salariés, les équipes dirigeantes, c'est fondamental. La communication, elle doit être un peu celle qu'on a tenue auprès du tribunal, c'est-à-dire leur rappeler l'origine des difficultés, pourquoi on a connu ces difficultés et quels moyens on met en place pour les résoudre et pérenniser. Donc c'est un discours qui doit être rassurant et fédérateur. Le discours peut être d'autant plus rassurant qu'encore une fois, et Maître Savary l'a dit, pour les salariés, ils sont protégés par les règles impératives, c'est-à-dire que même s'il y a un arriéré de salaire, même si des cotisations n'ont pas été payées du fait des difficultés de l'association, les AGS sont là et dans tout état de cause, ils n'auront à subir aucune perte du fait de la défaillance de l'association. Ça, c'est fondamental. Rassurer ces salariés en disant « vous serez payés des salaires qui vous étaient dus au moment de l'ouverture de la procédure, comme des prochains salaires, puisque bien souvent, quand il y a des salariés, un administrateur est nommé, et lui, il veillera à ce qu'en priorité, les salaires soient payés et que l'association ne creuse pas, comme on en a déjà parlé, un nouveau passif. Donc il faut tenir ce discours de vérité, ce discours mobilisateur, mais ce discours rassurant vis-à-vis des bénévoles et surtout vis-à-vis des salariés. Il faut aussi délivrer un message pédagogique. Trop souvent, j'entends, et je l'ai vu à travers des récents dossiers, les salariés qui disent « Oh là là, on est en procédure collective, c'est donc la fin ». Pas du tout. J'aimerais vraiment qu'on corrige cette idée fausse qu'ont les gens d'une procédure collective. Ce n'est pas une condamnation de l'entreprise. Au contraire, pour moi, c'est la preuve d'un dirigeant vigilant qui a compris qu'il avait des difficultés et qu'il ne s'en sortirait pas sans demander l'aide, la protection du tribunal. Et donc c'est vraiment ce message que j'aimerais que le dirigeant délivre auprès de ses équipes, c'est l'ouverture d'une procédure n'est, sauf exception, pas un arrêt de mort de l'association, bien au contraire. On a mis en place toutes les mesures nécessaires pour pérenniser notre projet. Au mieux, Maître Savary en a parlé en interne, c'est-à-dire qu'on arrivera nous-mêmes à apurer notre passif. Si ce n'est pas possible, eh bien notre association continuera de vivre, mais au travers d'une nouvelle association, soit créée pour reprendre notre projet associatif, soit une association qui a un projet associatif très proche, et on va mutualiser nos forces. On va du coup pouvoir faire face à l'ensemble des charges en ayant une structure plus importante. Donc c'est aussi une pérennisation. Et effectivement, dans l'hypothèse où aucune solution n'est envisagée, ça sera la liquidation. Mais vous voyez bien que la liquidation, c'est que la troisième des hypothèses. Les deux privilégiées par l'ensemble des acteurs, c'est toujours l'apurement du passif, si c'est possible, ou le rapprochement et la cession vers une autre association, si vraiment l'apurement du passif en interne n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment un discours qu'il faut avoir en interne, c'est rassurer tout le monde, ce n'est pas un arrêt de mort. Un dépôt de bilan, ce n'est pas le premier pas vers l'arrêt de l'association, c'est le premier pas pour lui redonner un second souffle et de l'oxygène. Ensuite, il y a la communication en externe. Alors là, vis-à-vis des financeurs publics et privés, des partenaires associatifs, il faut avoir le même discours de transparence, mais peut-être plus mesuré. Il faut quand même leur donner l'envie de nous suivre, de nous aider dans notre projet, leur expliquer l'origine des difficultés, et puis parfois être honnête, leur dire que l'origine des difficultés, c'est justement un défaut de paiement à temps des subventions, voire un défaut tout court de subventions qui pourtant avaient été accordées, et les rappeler aussi à leur responsabilité. Donc c'est aussi ce message-là qu'il faut délivrer aux tiers, c'est notamment aux partenaires financiers, nous n'avons pas eu le choix, vous n'avez pas tenu vos engagements, nous avons été contraints d'ouvrir une procédure. Si vous voulez que notre association s'en sorte, il faut maintenant que vous mettiez les moyens en face, les moyens financiers pour nous soutenir. Parfois, on se rend compte que pour les financeurs, l'ouverture d'une procédure est aussi un déclic, parce que là, effectivement, ils sont eux-mêmes au pied du mur. Est-ce qu'on continue ou pas? Et si on continue,
Bien, merci d'honorer vos engagements passés et de nous accompagner pendant cette période. Donc vous voyez que la communication interne et externe n'est pas tout à fait la même parce qu'on s'adresse à un public différent. Et puis quand on a une association, on sait bien à quel point les associations sont importantes dans le tissu local. N'hésitez pas à faire des petits communiqués de presse ciblés, travailler avec vos avocats, avec vos conseils, parce que la presse, elle, si vous n'intervenez pas, va se faire l'écho de vos difficultés. On l'a vu récemment, tout le monde a lu la presse locale. Chaque fois qu'une association d'une certaine taille a des difficultés, vous avez des gros titres dans les journaux qui donnent souvent un aperçu négatif. Qui a encore, la presse a souvent une vision négative d'une procédure collective. Il est important que l'association fasse son propre communiqué pour expliquer pourquoi la procédure a été nécessaire et surtout quel est le projet d'avenir. C'est-à-dire parler non pas des difficultés passées, mais se projeter dans un avenir positif. Et c'est tout l'enjeu en fait de ces communiqués de presse. Vous le voyez, c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a deux choses à retenir, hein. L'association, elle traverse une crise. Ça, il ne faut pas le minimiser. Notre travail, de toute façon, c'est pas d'expliquer que tout va bien. Voilà. L'association, clairement, traverse une crise. Il va falloir répondre à cette crise. Et les solutions vont, pour certaines, être difficiles à mettre en œuvre. Moi, je suis un cancérologue pour personne morale. C'est ça mon métier. On sait qu'il y en a certains qui ne survivront pas. C'est comme ça. Après, on sait que quand même, aujourd'hui, on guérit le cancer. On arrive à en sauver quand même un certain nombre. La seule différence avec un cancérologue, c'est que moi je peux dire ce qui se passe après. Personne ne va mourir. Ce qui peut se passer de pire, c'est la disparition d'un véhicule juridique. En soi, c'est pas très grave. Le projet peut vivre au-delà de la disparition de ce véhicule juridique par la reprise d'une autre association ou autre. Donc je pense qu'il faut déjà commencer par se dire que oui, les choses sont graves, mais il n'y a pas de danger mortel, en tout cas dans tout ce qu'on est en train de faire. Donc il faut garder une certaine lucidité par rapport à tout ça. Une autre chose qui est importante de dire, c'est qu'on peut se dire, par exemple, si on est une association médico-sociale et qu'on a des tiers financeurs publics, comme l'ARS ou quoi, on peut être un petit peu sur la réserve en se disant ça va quand même être compliqué parce que je vais devoir aller expliquer des choses pas agréables à mon financeur et puis demain il va falloir que je lui reparle et voilà, ça va pas être un bon moment et quel va être l'impact de ça sur les relations que je vais entretenir avec la mairie, avec mes autres tiers financeurs. Et là je pense que c'est important de se faire représenter par ces conseils pour aller faire ça. Nous, on est payé pour être méchants à votre place. On le fait plutôt bien, d'ailleurs. Mais non, mais c'est plus sérieusement, c'est important dans ces cas-là d'utiliser en fait les personnes que vous avez autour de vous, qui sont là pour vous assister, pour aller justement défendre des situations qui sont exceptionnelles. Et vous gardez entre parenthèses une relation qui soit bonne avec votre tiers financeur, mais de dire, voilà, l'avocat, ce qu'il est en train de vous expliquer, c'est également notre réalité, mais en tout cas, on va focaliser l'énergie négative, effectivement, sur des gens qui ne seront plus là demain. C'est tout l'intérêt d'avoir ces conseils ponctuels, quoi. C'est sûr. Alors pour terminer, vu qu'on arrive à la fin de notre présentation de livret, je propose qu'on voit des cas un peu concrets de ce qu'on a pu faire, et on dit souvent que rien ne vaut l'expérience. Première fois qu'on prend aux autres comment ça s'applique, et je propose de donner la parole à Maître Oslo pour commencer sur des cas concrets d'expérience. Alors moi, j'ai la grande chance d'avoir à mes côtés M. Lichertz, qui est le président de l'association Créalliance, que j'ai eu l'opportunité d'accompagner dans une période de turbulence extrême qu'a traversé l'association. Et donc, plutôt que d'avoir un discours qui soit peut-être plus théorique, j'aimerais passer la parole à M. Lichertz, qui va vous expliquer concrètement comment il a vécu une période de crise, comment il s'est fait assister par l'ensemble des personnes qu'on vous a présentées tout au long de cette intervention, et quelle est aujourd'hui la situation de l'association Créalliance. Monsieur Lichertz. Merci. Écoutez, moi, je suis très heureux d'être là. Finalement, ça peut paraître bizarre, puisqu'on parle de difficultés. Vous m'avez enlevé un mot de la bouche, c'est l'expérience. Maintenant, je peux prétendre d'une expérience significative. Tout à fait. C'est-à-dire, finalement, vous avez résumé l'ensemble des problèmes
elle était confrontée Créalliance. On a tout vu. Pour faire simple, C'est on a vrai. tout vu. Donc je ne vais pas le répéter. Donc je vais sortir quelques points pour mettre en lumière justement ce soutien. Et je pense parler de protection, le mot protection de la justice finalement, c'est à prendre au pied de la lettre. On se sent protégé. Après, il y a tout le volet soutien, et là je le mettrai en perspective par rapport au côté émotionnel qui existe dans l'association. L'association Créalliance, donc, qui est basée à Masevaux, son terrain de jeu, c'est la vallée de la Dolère et du Soulsbach. C'est 17 villages. Et en fait, ce qu'on appelle dans le milieu des entreprises le marché, c'est quand même à peu près 17 000 personnes. Donc ces 17 000 personnes peuvent profiter de toutes les activités donc, de Créalliance. Ça peut être du yoga, du pilate, ça peut être de la cuisine, on peut s'intéresser aux seniors, on peut aussi et surtout s'intéresser aux familles au sens large du terme. On est sous agrément de la caisse d'allocation familiale, donc la CAF, et donc à la fois un partenaire, mais c'est aussi un financeur. Donc c'est notre financeur principal, auquel les autres financeurs, c'est tout simplement la communauté de communes, la ville de Masevaux, mais l'ensemble de ces subventions ne permettent pas d'atteindre le 100%. Donc il nous en manque toujours un petit peu. Voilà. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, l'un de ces financeurs a décidé de ne pas payer, de ne pas respecter ses engagements. Alors, on n'est pas là pour discuter du pourquoi, et j'ai même tendance à dire qu'il y avait probablement tort partagé, parce que vous avez quand même évoqué un certain nombre de choses que vous avez d'ailleurs très bien résumé dans le fascicule que vous avez évoqué tout à l'heure. Je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus. Donc il y a eu donc une subvention substantielle qui n'est pas arrivée, et tout ce que vous avez raconté tout à l'heure s'est enclenché, cessation de paiement, descente aux enfers. On est passé de 100 employés à une employée. Donc il y a eu des dégâts quand même, puisque nous avons finalement perdu des compétences. Par exemple, il y avait la compétence périscolaire, la compétence crèche, et il ne reste plus, façon de parler, c'est toujours très négatif, ça aussi, il ne reste plus que le volet socio-culturel. Donc il nous reste donc, alors c'est descendu à une seule salariée, et puis là on remonte un petit peu la pente, puisque aujourd'hui on est 3 salariés, qui nous permet donc de garder ce fameux agrément. Sauf que cet agrément il court jusqu'à fin 2025, et nous devons déposer le 16 octobre prochain le projet social. Le projet social, pour faire simple, c'est le business plan de l'entreprise, c'est la feuille de route pour une période de 4 ans. Donc toutes les équipes sont actuellement monopolisées pour déposer à temps ce projet social. Donc ce projet social va permettre à la CAF de le valider ou pas d'ailleurs. Une fois qu'il sera validé, un plan de financement va s'enclencher. Voilà, c'est juste pour poser un petit peu le décor. Donc effectivement, Créalliance a manifestement pu profiter de l'ensemble des expertises que vous avez évoquées. Alors, expertise, des fois, un avocat, qu'est-ce que c'est que ce truc, un expert comptable, un mandataire, jamais rencontré. Donc en fait, vous avez quand même fait preuve de pédagogie. Il y a eu énormément de vulgarisation pour qu'on puisse se dire, eh ben, dis donc, je suis étonné de votre proximité du terrain, de votre compréhension de la vraie vie, parce que cette image d'expert, c'est souvent un petit peu, ça fait écho à ce que me raconte mon entourage. Ils sont dans un autre monde, ils ne savent pas ce qui se passe. Alors c'est vraiment absolument pas ça. J'ai été vraiment ravi forcément, de pouvoir profiter de cette compréhension des problèmes.
Donc ça c'est très important. Donc protection, soutien, expertise et surtout l'apport de solutions. Parce que c'est bien l'apport de solutions qui permet d'envisager aujourd'hui une pérennité. Après, je voudrais aussi souligner un petit peu la notion de cause à effet. Bien sûr, lorsque le mandataire intervient, c'est suffisamment grave. Mais je pense qu'il y a une étape juste avant. Et je pense que ces expertises devraient déjà intervenir beaucoup plus tôt. C'est-à-dire cette notion d'anticipation me paraît vraiment stratégiquement important. Nous devrions avoir le réflexe d'appeler notre avocat le plus tôt possible. Plutôt une fois pour rien que trop tard. Donc ça c'est très important, je ne parle même pas de l'expert comptable. Effectivement, du suivi de trésorerie, je pense que c'est la moindre des choses. Mais je pense qu'on est sous-équipé dans les associations. Donc effectivement, il y a aussi cette connotation, une entreprise c'est super sérieux, et l'association, oui, bon, enfin, l'association du volet, on va quand même pas faire un plat avec tout ça. Donc c'est dommage. Donc moi, parce que j'ai un parcours professionnel, je suis dans la logique de considérer que je souhaiterais gérer mon association comme une entreprise. Alors je ne vais pas rechercher du bénéfice, je vais rechercher un équilibre financier. Donc se pose aussi la question de la compétence en interne et le simple fait de s'autoriser à faire appel à du conseil externe. Donc ça c'est important. Et nous pourrions rentrer dans nos prestataires externes, effectivement, donc l'avocat, le mandataire peut-être un petit peu plus tard, mais pourquoi pas l'expert comptable, le commissaire en compte, etc. Donc ça c'est aussi important de dire, il ne faut pas avoir peur d'appeler ces experts, parce qu'il y a aussi cette connotation, ah ben oui, vous êtes en redressement judiciaire, en plan de redressement, donc voilà, vous avez mal géré. Ça n'a rien à voir. Nous ne considérons pas du tout avoir mal géré. Nous avons juste eu un défaut de versement de subventions. Par contre, dans la presse, dans la vallée de l'Aire et de Sousbar, on est des mauvais, on ne sait pas calculer, mais qu'est-ce que vous faites? Donc je fais allusion à la communication. Nous, on a mordu la poussière, hein, donc maintenant on sait de quoi on parle. Donc ça pose le problème, effectivement, de gérer en fait son association vraiment comme une entreprise, avec le volet communication en interne et en externe. Se pose le problème de la projection financière. Alors les retards de versement de subventions, alors ça je peux vous en parler. Hein. On attend 25 000 € depuis début février. Après, on a même un petit peu, des fois, vous m'aviez dit que vous voulez m'envoyer 25 €, donc 25 000 €. Donc des fois, on n'ose pas rappeler. Voilà, donc tout ça, on a vu et revu. Donc voilà, moi je ne peux que encourager toutes les associations, même pas encore en difficulté, de considérer que ces experts sont à la disposition des associations pour être vraiment dans une logique d'anticipation. C'est vraiment le message qu'il faut passer. Peut-être petite anecdote qui mérite d'être soulignée. Vous disiez qu'il vaut mieux avoir des dettes. Alors moi j'avais ce réflexe, je ne peux pas faire ça à mes fournisseurs qui habitent dans la vallée. J'avais des financements et je m'étais précipité pour les rembourser. Et Maître Rosselot m'a dit halte là et m'a expliqué dans le détail avec argumentation en quoi ce serait finalement une bonne idée de ne pas faire comme ça. Alors au début c'est difficile. C'est totalement contre-intuitif. Donc je vais faire un effort d'écoute et de compréhension. Et c'est juste pour dire que effectivement j'aime bien cette idée, c'est contre-intuitif. Mais si vous écoutez, vous n'arriverez jamais à inventer ce genre de solution.
Voilà, donc ça c'est un exemple pour montrer qu'il faut écouter les experts et communiquer aussi en interne, partager. Tout ça, ce sont des choses extrêmement justes pour finalement arriver à la conclusion, aujourd'hui, Créalliance est sorti de sa période de turbulence, parce que cette protection collective dont vous parlez, vous évoquiez la tempête. Vous savez, quand les portes restent ouvertes, il y a toujours du courant d'air. Donc en fait, ça permet de fermer les portes et on vous téléphone moins et on ne vous rappelle pas tous les matins que vous êtes en difficulté, que vous avez mal géré. Donc je ne peux que encourager tout le monde à faire appel à ces expertises. Merci beaucoup Merci. pour votre retour d'expérience, c'était très intéressant. Alors juste une petite précision pour qu'on s'entende bien quand même. Effectivement, c'est très important d'avoir des dettes au moment où on ouvre une procédure collective, d'où l'intérêt de consulter des professionnels pour savoir à quel moment on dépose le bilan. Ceci dit, l'objectif est bien d'apurer le passif et de payer l'ensemble de ses créanciers. Donc on ne laisse personne, on essaye de maintenir le projet associatif et de répondre aussi à l'intérêt des créanciers. Une procédure collective, c'est aussi l'intérêt des créanciers puisque ça assure la pérennité de l'association et ça donne une possibilité aux créanciers d'être désintéressés. Si on ne fait rien et que ça conduit à une liquidation, tout le monde perd. L'association, les créanciers, l'État, les usagers. Donc vraiment, on travaille les dossiers dans l'intérêt de tout le monde, évidemment d'abord dans celui de notre client, mais on ne perd pas de vue que l'objectif, c'est de protéger l'ensemble des intervenants. Merci. Donc, nous l'avons vu tout au long de cette présentation, une association en difficulté n'est jamais seule. Il y a des outils, des professionnels et surtout un chemin possible. Le livret Association en difficulté est un guide pratique pour ne pas subir mais agir. Merci à nos intervenants pour leurs éclairages et merci à vous pour votre présence et pour votre engagement associatif. Bonne journée. Merci beaucoup.